Bienvenue dans cette émission. L'actualité dominante de cette semaine est la célébration du 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin. Et partout sur le territoire béninois, l'hymne national a retenti et les filles et fils du pays se sont inclinés devant la mémoire des vaillants combattants assoiffés de liberté et grâce à qui le colon a concédé un espace de dignité humaine au peuple du Dahomey, devenu entre-temps en Bénin. Ce 1er août donc, tout le cérémonial commémoratif a été observé. Dépôt de gerbes au monument aux morts à Cotonou par le chef de l'État Patrice Talon, suivi du défilé militaire à la place de l'Étoile Rouge. Enfin, l'événement a été ainsi célébré dans la sobriété. Dans un contexte de crise politique et dans un contexte politique tendu, des figures emblématiques ont brillé de par leur absence. Nicéphore Dieudonné Soglo, l'ancien chef de l'État béninois, était donc absent, plutôt discret. Depuis des élections législatives qualifiées de parodie d'élection par son parti, Adrien Ouédji, l'ancien patron du Parlement béninois, a fait sa réapparition publique à la tribune officielle ce jeudi. Mais déjà, l'adresse du chef de l'État est intervenue à la veille, une adresse marquée par deux annonces fortes. Il s'agit du recrutement à la charge de l'État de 2000 jeunes diplômés chaque année, des jeunes diplômés qui seront affectés dans les entreprises publiques et privées. Ensuite, la cagnotte financière du programme des microcrédits sera portée à 10 milliards de francs CFA. Satuna Djassou, vous avez donc suivi hier le cérémonial officiel qui consacre les 59 ans d'indépendance du Bénin. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce défilé militaire qui a été l'essentiel suivi? Rien de particulier parce que peut-être pour nous autres qui avions l'habitude de suivre ces événements de très près, notre fonction nous y obligeant. On est habitué à voir des policiers, à voir des militaires défiler. Et on s'est habitué à ça parce qu'avant ce défilé réduit purement à l'aspect militaire paramilitaire, on avait quand même droit à une fête étendue à la population. Je vais parler du défilé civil dont nous sommes privés depuis quelques années déjà. Donc pour moi, rien de particulier qu'une tradition à laquelle on a sacrifié. C'est un 1er août qui rappelle la cession de notre pays à la souveraineté interne et externe. Et comme ça se fait dans tous les autres pays, on ne pouvait pas manquer ce rendez-vous. C'était peut-être à nous de voir quelle est la particularité, quelle est la touche locale que nous aurions pu apporter à cette célébration pour faire d'elle une célébration à la béninoise. Nous sommes restés dans le classique, c'est pourquoi je dis rien de particulier ne m'a marqué. Également dans la ville, Alphonse Moïse Soudé, avant que vous n'ouvriez le débat, parlait de ce calme qu'on a connu dans nos villes ce jour 1er août. C'est vrai, dans les communes, l'événement a été célébré aussi, a été répercuté par les autorités communales. Elles sont sorties comme elles le peuvent pour aller vivre ça. Mais on n'a pas senti cette ferveur, on n'a pas senti cette joie qu'on devrait avoir au niveau des Béninois. La situation socio-politique, on est pour quelque chose, peut-être, je le dis, je fais des suppositions. Vous avez demandé ce qui m'aurait marqué. Moi, rien de particulier. Et elle était quand même, cette célébration officielle, arrivée à un moment où on pouvait s'interroger sur l'intérêt que la population béninoise accorderait à ce défilé, surtout militaire, après les derniers événements de Cotonou, de Tchaourou et que vous connaissez. Moi, la question que je me posais, c'était de savoir si l'estime que la population avait pour nos forces armées était restée intacte après tout ce que nous avons connu à Cotonou, où ces forces ont, pour utiliser le verbe du président de la République, dû tirer sur les populations béninoises, ont dû tuer des Béninois. Est-ce que cette estime était intacte après les événements de Tchaourou de Kiribor, où on annonçait des chasseurs victorieux de nos
forces armées, de nos militaires. Ceux qu'on a pu rencontrer n'ont pas manqué de nous dire ce qu'ils pensaient. Mais je préfère garder ça pour moi, au-delà de ce qui a été diffusé dans les éditions d'information. Nelly Dodjinou, on a donc assisté hier à l'exhibition de notre arsenal militaire. C'est devenu donc un fait habituel dans presque tous les pays africains quand ces pays sont amenés à célébrer leur jour donc de libération. Alors, est-ce que vous expliquez un peu ce qu'on pourrait peut-être appeler l'indifférence presque absolue de cette population, tout au moins dans la ville de Cotonou, ce 1er août? L'indifférence a commencé depuis bien longtemps, depuis que le défilé civil a été supprimé et que ça se réduisait juste au défilé militaire et paramilitaire. Donc les Béninois ne se sentaient plus forcément concernés par ce défilé, mais toutefois il y avait aux alentours de l'espace devant embêter le défilé, le boulevard, des populations qui sortaient pour regarder, pour vivre l'ambiance. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais en position de reportage il y a 4 ans ou 5 ans. Des enfants qui étaient tout joyeux de voir passer les militaires. Chacun faisait son vœu. Moi, je serai para, moi, je serai ci, je serai cela. Plus tard, avec le régime, on sent une barrière avec toutes ces bâches, ces effigies qu'on aligne pour, je ne sais pas si c'est pour quelque chose, je sais pas, on veut donner une visibilité, faire un peu de la communication, mais ça donne l'air d'éloigner un peu les populations. Parmi ces affichages, il faut le dire, porter donc des messages qui valorisaient les écureuils, c'est qu'on le vend, tout sport, et tout ça. Mais ça éloignait vraiment la population, des personnes qui étaient aux alentours. Vous savez, ce n'est plus de nouveau, hein. Moi, ça fait plus de... Combien de fois j'ai déjà suivi ça? Autant de fois que possible. Et même les enfants n'ont plus l'engouement de suivre parce que c'est redondant, c'est plus nouveau. Ce qu'il faut faire, c'est peut-être savoir, demander qu'est-ce qu'on fait, ça tu l'as dit, pour avoir un peu d'originalité. Et ça se fait un peu partout. Chaque MEF célèbre son 1er août dans sa localité. Et avec le préfet... tout le monde vit à peu près le défilé un peu dans son coin et ça n'a plus forcément un mythe. Le défilé civil est toujours maintenu dans les communes. Dans les communes. On observe ça à Parakou, j'ai suivi ces femmes défiler. Il y a tout ça, mais moi je pense que oui, dans les autres nations ça se fait, hein, le 14 juillet ça se célèbre toujours en France, vous irez aux États-Unis, c'est comme ça. Mais nous, on ne peut pas continuer. Les communes vont faire un budget. La préfecture, c'est tellement. Au niveau de l'État central, c'est un budget Maus pour pouvoir célébrer le 1er août. Mais depuis 3 ans, il y a un nouveau concept qui a fait son apparition, la sobriété. Vous l'avez constaté. On n'invite plus pratiquement plus de chefs d'État étrangers, plus d'invitations à l'ambiquer, à envoyer à gauche, à droite. Ça réduit le budget, non. Le budget, c'est pas de ce côté. Vous savez, quand vous êtes en fête et que vous n'invitez personne, vous n'êtes pas forcément en fête. La sobriété, c'est d'abord, l'invitation, c'est d'abord les bonnes relations au plan diplomatique. Vous ne pouvez pas organiser une fête chez vous. Je prends le cas d'Alphonse qui fête son anniversaire aujourd'hui. Il s'enferme lui seul, il mange, il boit, il dort. Il a fêté. Oui, pour lui, il a fêté. Mais le bon voisinage voudrait qu'il s'ouvre à ses collègues, à ses amis, à ses voisins, à sa petite famille, à sa communauté. Même si ce n'est pas pour inviter le français, mais on est dans une communauté régionale, on est dans un espace régional qui nous unit à travers des institutions que nous-mêmes nous avons adhérées. Il y a l'UEMOA, il y a la BCAO, il y a la CEDEAO. Donc, les bonnes relations, Faure est juste à côté, le président Faure est juste à côté. Le président nigérien est confondu même avec nous. Nous partageons, c'est juste à côté, les potes d'à côté. Autour de nous, nous avons des présidents juste autour de nous. Quand vous dites la sobriété, le lancement, l'investiture du président de l'Assemblée nationale, on a pu inviter, ne serait-ce des représentants des assemblées nationales des autres, même si c'est en nombre restreint, il y a au moins ceux qui ont représenté le Ghana, le Burkina Faso, ce qui voudra dire
qu'on peut les inviter, on pouvait les inviter. Cela démontre de votre présence sur la scène diplomatique, les bonnes relations. Les bonnes relations, est-ce que le président Buhari va demander pour assister à un défilé au Bénin qui va être là à 10h, qui démarre à 10h, à être hébergé dans un hôtel? Il quitte son Nigeria le matin, il est là, parce que c'est pas trop loin de nous. Il peut prendre son vol juste de Lagos pour débarquer ici en 30 minutes. Donc, c'est pas forcément un coût. Je me rappelle encore, sous Boni Yayi, il y a que les Béninois avaient envie de regarder le détachement ghanéen parce que c'était du spectacle, c'était du beau. On a arrêté tout ça. Personne ne vient, mais pourtant vous fêtez. Bon, moi je vous dis, je ne suis pas en fête, je n'ai pas fêté. Maintenant, quand on se met dans le concept de fête, c'est que vous invitez autour de vous à partager avec vous, et c'est aussi des moments de réflexion et de coopération. Le président qui se déplace forcément avec un cabinet. Il ne se déplace pas seul, c'est avec une délégation. Et dans ces délégations, il y a forcément des opérateurs économiques, des corps diplomatiques. On peut échanger plein de choses en une journée ou en deux, ou même en 2 heures de temps. Le temps du défilé, on peut échanger certaines choses, on peut discuter. Le temps d'un repas, on peut faire des affaires. Donc, c'est nous qui voyons comment nous fonctionnons. Mais je vous dis, l'image, pourquoi quand la France veut fêter son 14 juillet, les présidents africains sont là-bas? Posez-vous la question. Posez-vous la question. Pourquoi quand les États-Unis ou bien les autres pays, il y a toujours quelques-uns qui viennent? Ça dénote de la bonne relation que vous avez sur le plan diplomatique avec les pays qui vous entourent. D'accord. Alphonse Moïse Soudé, on a eu à fêter en toute sobriété. C'est le nouveau concept désormais adopté. Est-ce pour autant nuisible pour le Bénin de se passer donc des dépenses faramineuses et de se concentrer sur l'essentiel? Non, c'est vrai qu'on a fêté dans la sobriété, mais qu'on nous dise quelle est la facture, de l'organisation de ces défilés, quelle est la facture. Parce que c'est, quand on dit sobriété, c'est pour ça, c'est ce qui est officiel, mais est-ce qu'après le défilé, qu'est-ce qui se passe? On n'en sait rien. Mais qu'on nous dise, par exemple, cette année, vous avez vu, très tôt ce matin, je suis passé dans la ville, les panneaux posés un peu partout, tout a été enlevé. Vous avez vu la matière avec laquelle on a fabriqué cette toile-là. L'essentiel, ce n'est pas de nous dire qu'on a fêté dans la sobriété, mais qu'on nous dise la facture. Ça nous a coûté combien? C'est ça, c'est à partir du chiffre que nous pourrions dire qu'on a fêté dans la sobriété. Tout à l'heure, Saturnin Josso faisait allusion au siège. Pour ceux qui ont parcouru la zone lorsqu'on était en train de préparer la fête, il faut voir le matériel qui a été posé. Non. Donc c'est du lourd, hein? C'est du lourd et puis ça coûte cher. Vous avez vu les chaises, vous avez vu les chaises qui ont été posées. Donc je suis quand on dit sobriété, oui, il faut supprimer des défilés militaires, il faut chronométrer comme papier à musique. Non. Mais moi j'ai été un peu 2 éléments, j'ai observé 2 éléments. Lesquels? Je suis sûr que le premier, beaucoup de Béninois ne l'ont pas observé en tant que journaliste, en tant que communicant. Vous avez vu au dépôt de GEP, vous avez vu la position du chef de l'État, il n'a pas pu déposer la GEP. Il n'a pas pu déposer la GEP. Il n'a pas pu se courber pour déposer la GEP. C'est très important. Moi, je l'ai observé. Je l'ai observé. Je l'ai observé. Pourquoi? Puisque c'est un geste symbolique, Alphonse. Attention, est-ce qu'il était obligé? J'espère que vous n'avez pas suivi ça à la télé, parce que si c'était un montage, on peut... Non, c'était en direct. C'était en direct. Ce qui s'est passé à dépôt de GEP, c'était en direct. C'était en direct. Il n'a pas pu se baisser. À un moment donné, il a dû laisser les 2 femmes poser la GEP. Il n'a pas pu se baisser. Mais est-ce que vous... Deuxième chose. Vous avez vu autour de la voiture présidentielle le nombre de messieurs en costume avec des oreillettes. Vous avez compté pourquoi le nombre a grandi. Et ce qui m'a encore gêné, les pistolets étaient visibles. Attention. Depuis que je regarde les défilés, c'est pour une première fois que j'ai vu les pistolets visibles au niveau de la garde rapprochée. Pourquoi a-t-on doublé le nombre pour tout le monde? 2 mallettes. Vous ne savez pas les renseignements. Attention, 2 mallettes. Oui, c'est pour dire quoi? Est-ce que de doubler ou pas l'effectif de sécurité? Ça veut dire, Joël, je suis d'accord, ça veut dire, Joël, qu'il y a un problème. Nous étions gênés de voir tout ce monde-là autour du véhicule,
oreillette, pistolet, quelqu'un même s'est baissé, on a vu son pistolet. Et pour vous observer, certains, au niveau de leur costume, on a vu la partie. Attention, pourquoi avoir... Alphonse Moïse-Souré, oui. Mais vous savez que ce n'est pas Patrice Talon qui est actuellement le chef de l'État le plus protégé au monde. Il y a d'autres chefs d'État en dehors de notre continent. Comparaison n'est pas raison. Je fais la comparaison depuis 2016. Cette année spécialement, vous avez vu le nombre de... Je ne sais pas si vous avez observé les mêmes choses que moi. Même dans la foule, dans l'assistance, il y avait des messieurs en costume avec oreillettes. Ce n'est pas un journaliste qui me... Quand vous voyez ça, c'est que c'est forcément la garde rapprochée. Pourquoi a-t-on... De quoi a-t-on peur? Moi, j'ai dit de quoi a-t-on peur? Ça n'a pas empêché Patrice Talon, à la fin de exactement. Elle communie avec non. les têtes couronnées. Cette communion... Les salutations parfois... Vous avez vu ça l'année dernière? Ça s'est passé l'année dernière comme ce qui s'est passé cette année. Le chef de l'État, je l'ai dit clairement, hein, le chef de l'État veut reconquérir le cœur des Béninois. Hier, le chef de l'État, il est allé, il est resté devant des gens, il a salué certaines personnes, d'autres avaient même tendu leurs mains, on les a dribblés, le chef a continué. Il y avait quelqu'un qui avait même gardé la main du chef, le garde rapproché est venu et a repris la main. Donc, il n'y a que le chef de l'État, peut-être craint pour sa vie, on a dû renforcer la garde rapprochée. Et autre chose, le chef de l'État a voulu montrer aux Béninois que il est aussi l'homme du peuple, qu'il peut discuter avec qui il veut, quand il veut. La preuve, on avait déjà aligné les véhicules, et puis, à un moment donné, on n'a plus montré le reste de l'image, on a juste montré les confrères sur le plateau de l'ORTB en train de discuter, parce qu'il est rentré un peu dans la foule, il a discuté avec les têtes couronnées, il a discuté avec quelques citoyens. Donc je dis, il y a un problème de sécurité. Le chef de l'État, visiblement, ne se sent plus en sécurité, d'où la nécessité de renforcer la sécurité du chef d'État. Vous interprétez... non. Voilà, ce que vous avez vu hier. Oui, ce que j'ai vu, parce qu'il y a eu du monde, hein, il y a au moins une dizaine de messieurs en costume, avec des oreillettes. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, Saturnin Diassou, à cette cérémonie officielle de commémoration du 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin, il y a eu de grands absents. On n'a pas vu, par exemple, l'ancien chef de l'État béninois, Nicéphore Dieudonné Soglo, présent à cette cérémonie. Par le passé, tout au moins, il venait. D'autres figures, tout au moins, anciens présidents d'institutions, anciens hommes d'État dans le pays, anciens ministres, on n'a pas vu. Nous avons observé les actuels gouvernants pratiquement seuls, avec quelques représentations diplomatiques. Seul Maître Adrien Oubedji paraissait ressortir de sa torpeur. Je ne sais pas si l'ancien président de la République, Nicéphore Dieudonné Soglo, a été invité et aurait décliné l'invitation. Je n'ai pas la présence d'esprit de chercher à le savoir. Ce que je sais, c'est que chaque année, des invitations sont adressées dans ce sens. Et je ne pense pas, je prête cette bonne foi à l'organisation de cette fête, celle de ce 1er août, en disant, en prenant le risque de dire que l'invitation a certainement été envoyée à Nicéphore Dieudonné Soglo et qui n'a pas répondu à l'appel. Je prends le risque de le dire pour ne pas laisser croire qu'on aurait organisé cette fête sans l'inviter même. Ne pas l'inviter, ce n'est pas passer un bon message. Parce que le 1er août que nous célébrons, ce n'est pas une fête de Patrice Talon. C'est une fête qui, au-delà de tout, est symbolisme de l'unité nationale. Et hier, il y a ces images qui ont circulé. L'image de cette fête, la première célébrée après l'avènement au pouvoir de Patrice Talon, où on voyait, oui, une tribune qui était en miniature cette unité nationale. Des candidats qui sont opposés à la dernière présidentielle, qui sont retrouvés. Lionel Zinsou à ses côtés, Sébastien Germain à Javon, Marcel de Souza-Feu, Marcel de Souza et beaucoup d'autres Boliaï qui, sauf erreur de ma part, étaient tous là. Quand on montre cette image-là, on n'a plus besoin de notre commentaire. Quand on montre tous ceux-là présents autour de Patrice Talon, président de la République, c'est le Bénin d'hier, le Bénin d'aujourd'hui, le Bénin de demain. Ceux-là qui ont dirigé le pays hier, qui sont aux côtés de ceux-là qui dirigent le pays actuellement, et parmi ceux-là qui sont appelés d'une manière ou d'une autre à diriger le pays à différents niveaux. Quand on n'a plus ça,
c'est que l'image qu'on veut renvoyer commence par poser problème. Parce qu'en travaillant autour de l'organisation, il y a ça qu'on ne perd pas de vue. On ne perd pas de vue l'image qu'on veut donner, la connotation qu'on veut donner. Ça n'a pas raté. Le président de la République, même la veille, quand il parlait, quand il faisait son discours, le traditionnel discours à la veille de l'indépendance, a rappelé notre passé. Rappeler cette fierté qui est sienne aujourd'hui de mettre ses pas dans ceux de ceux-là qui ont fait le Bénin depuis notre accession à l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, a dit qu'il est fier de cet héritage qu'il essaie d'une manière ou d'une autre, à sa manière, de perpétuer. Donc, quand on ne va pas laisser faire Dieudonné Soglo, je ne dis pas d'office qu'il n'a pas été invité. Je suppose qu'il a été invité et qu'il n'a pas répondu. Peut-être en descendant de cette émission, je vais me permettre de vérifier pour en savoir davantage. Mais si, dans l'hypothèse qu'il soit invité, et s'il décline l'offre, l'invitation, est-ce que ce n'est pas plutôt un rejet, un acte qui participe plus à la désunion, puisque vous avez dit vous-même, on ne célébrait pas Patrice Talon, nous célébrions donc l'unité du pays. Et cela ne m'aurait pas étonné s'il déclinait l'invitation, s'il avait décliné l'invitation, pardon. Parce que une année déjà, quand Patrice Talon est arrivé, c'est la 3e fête, je crois, qu'il célèbre. Quatrième fête. La 4e fête 2016, 2017, 2018 et puis 2019. Je crois à la 2e ou à la 3e édition, presque, sauf erreur de ma part. Alors que Patrice Talon, président de la République du Bénin, parce que ce n'est pas l'individu, il incarne le pouvoir exécutif, il incarne la direction même de notre pays. Était arrivé et faisait le tour de la tribune pour quand même présenter, rendre ses civilités aux invités. Nicéphore Dieudonné Soglo était resté assis pour saluer Patrice Talon. Ça a suscité commentaires et puis tout ce qui a entouré ça. C'était pour beaucoup un signe de protestation par rapport à Patrice Talon, parce qu'à l'époque, il y avait les Harry Soglo qui commençaient par avoir des ennuis à la mairie de Cotonou. Et s'il est resté assis, si c'était un signe de protestation, il n'est pas à ne pas envisager que cette fois-ci, qu'il a boycotté simplement l'invitation, s'il avait été invité, toujours en signe de protestation, parce que n'oubliez pas, actualité pour actualité, le nom de son enfant, Léari Vinéon Soglo, figure sur ce fameux site de personnes recherchées par la justice. Et Nicéphore Dieudonné Soglo a peut-être choisi de s'exprimer comme ça. Vous savez la position qui a été la sienne de l'actualité sociopolitique avant les législatives, après les législatives, son point de vue, que Patrice Talon ne partageait pas, ce qu'il aurait souhaité et que Patrice Talon n'a pas eu à faire. Ça peut être une manière pour lui, connaissant Nicéphore Dieudonné Soglo, de protester. Simplement, Adrien Oumbédi, je ne lui fais pas aussi un procès, comme j'ai eu à dire, qu'il soit présent. D'un, il a un soutien de Patrice Talon, il l'est toujours. On ne l'a pas vu après les législatives, là, en public. Alors, Nelly Dodinou, on se posait la question sur l'endroit où se trouvait Maître Adrien Oumbédi depuis l'organisation des élections législatives, puisqu'il s'est éclipsé, il s'est mis en retrait dans une sorte de cocon. Beaucoup de Béninois se posaient la question: où est-il passé? Était-il toujours au Bénin? Quel regard portait-il sur le déroulement des faits politiques dans son pays? Finalement, la surprise, hier, on le retrouve à la tribune officielle. Patrice Talon est allé lui serrer la main. Oui, il était là, invité, bon, il a assisté. Mais il était présent, hein, même après les élections, parce que son parti, très souvent, envoie des communiqués. Il a donné son avis par rapport à la médiation, par rapport à la répression, par rapport à si le PRD donnait son avis. Mais seulement que le PRD n'est plus forcément sur la scène politique, même si le parti existe légalement. Le PRD n'a plus de députés au Parlement. C'est un coup très dur pour un grand parti comme le PRD. Et vous savez, c'est pas facile hein, de digérer l'échec. Surtout quand on vous considère comme la jeune fille toute fraîche qui peut vraiment apporter. Quand vous êtes sûr de gagner. Vous êtes vous avez toutes les capacités de gagner. Vous avez prouvé que vous gagnez toujours, mais vous vous retrouvez écarté hein, parce que... Et vous pensez que c'est l'indigestion de l'échec qui a fait que Adrien Oumbédi a fait l'option de passer dans l'anonymat? Adrien Oumbédi n'est pas quelqu'un qui d'habitude sort dans les médias et parle tout le temps. Non, il faut connaître l'homme. Il parle à des occasions précises. Bon, il faut le voir. Parler tout le temps, c'est peut-être à la veille des élections.
Mais dans sa posture, il ne parle pas comme ça. Il parle pas comme ça. Donc, ne souffrez qu'il ne parle pas, parce que ce n'est pas de ses habitudes. Mais cette fois-ci, quand il est sorti, bon, oui, il était au défilé. On ne peut pas dire tout discret, mais bon, c'est pas lui. Puisque la position a changé. L'année passée, c'était la deuxième personnalité du pays. Dès qu'il descend de son véhicule, les médias accourent vers lui. Aujourd'hui, ce n'est plus lui. Bon, il est descendu, il a donné son avis. Il s'est prononcé. Il faut le dire, hein, sur les images, il est passé en seconde zone. Après, donc, forcément, puisqu'il n'est plus... Il a perdu sa position dans la République. Ce n'est plus la deuxième personnalité du pays au regard de ce qui est là. Si le Parlement qui est là, même si ce Parlement a un problème de légitimité, c'est réel, c'est un fait. Le Parlement, la 8e législature, a un problème de légitimité. Mais quand même, il y a un président de l'Assemblée nationale, le Parlement béninois fonctionne, malgré cette légitimité qui manque. Donc la deuxième personnalité, c'est Louis Lavonou. Du coup, il ne peut plus forcément être au premier rang, comme le président de l'Assemblée de la Cour constitutionnelle, parce que c'est le protocole qui est comme ça. Donc juste après le président de la République, c'est le président de l'Assemblée nationale, les autres institutions, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, tout ce que vous connaissez comme... Donc, il est passé en second rang ou seconde classe. Bon, c'est ça le pouvoir. Vous l'avez pour un temps. Quand vous faites vos calculs et que ça ne vous marche plus, vous perdez le pouvoir. Ceux qui étaient il y a 4 ans devant la tribune aujourd'hui ne sont plus là. Donc, c'est le mouvement, ça bouge. Mais ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que l'homme n'est plus à l'aise. Ça se sent. Et les médias ont un problème avec vous. C'est quand vous êtes au devant de la scène, vous brillez, que toutes les caméras sont braquées sur vous, pour vous montrer que c'est vous. Mais dès que vous perdez cette position, les caméras ne s'intéressent plus à vous. C'est ce qui s'est passé. Moi aussi, j'ai suivi le défilé. Il vous est très difficile d'avoir une image du président, de l'ancien président. Il a fallu d'ailleurs même nous renseigner, nous informer avant de le retrouver. Voilà, de le retrouver. Alors que, par le passé, dès que son véhicule est garé, tout le dispositif média, c'est ça le pouvoir. Dès que vous le perdez, on vous range au placard, vous retournez derrière la scène, les rideaux tombent sur vous. Et sa déclaration, il ne s'est pas prononcé. Peut-être, vous avez dit, il ne se prononce pas sur ce qui se passe, mais il a évité de se prononcer sur la politique béninoise, sur les problèmes actuels de vive voix. Il s'est contenté d'admirer les forces armées béninoises, leur discipline. Bon, lui, il est tout admiratif de ce qu'il a vu, tout comme si c'était pour la première fois il suivait un défilé, alors qu'il a tout le temps suivi. Mais cette fois-ci, il était vraiment admiratif de ce que les forces armées béninoises sont disciplinées. Justement, très bon. Alphonse Moïse Soudé, maître Adrien Oubedji, qui, au terme donc de ce défilé, a quand même mis en relief dans sa déclaration, il salue la compétence et la discipline de l'armée béninoise et également reconnaît le renouvellement de nos matériels, la logistique au sein de l'armée entre l'année dernière et cette année. C'est l'essentiel du discours qu'il a eu à tenir hier. Non, il faut être vrai, il faut dire que moi-même j'ai toujours apprécié la discipline militaire. J'ai apprécié la discipline militaire et puis je me suis dit, les militaires, ils respectent l'ordre. Les militaires, ils ont fait l'essentiel. C'est vrai qu'on a renouvelé le matériel militaire pour que, bon, nous soyons plus en sécurité, puisque j'ai suivi la jeune capitaine et le jeune commandant qui était sur le plateau de la chaîne nationale. J'ai suivi leurs commentaires. Ils ont estimé que nous étions mieux gardés, nous étions plus en sécurité. On a mis les petits plats dans les grands plats pour que désormais nos hommes en uniforme puissent assurer leur rôle. Ça, tout le monde l'a constaté, Et ça, il faut être malhonnête pour ne pas le reconnaître. À ce niveau-là, on a fait de grands pas.
la police républicaine, ils étaient très bien habillés. On a innové avec les élèves du lycée jeune fille Mathieu Kérékou de Natitengu. On a innové avec les élèves du Britannique militaire de Bembereke dans leur accoutrement, et tout s'est bien passé. Je crois qu'à ce niveau-là, Mais qu'est-ce qui, selon vous, explique qu'un homme d'État du rang de Adrien Ngouebedji se soit contenté juste d'admirer, de rester admiratif de ce qui a juste changé au point de vue logistique que de pouvoir opiner sur... Non, il ne se trouve pas dans une bonne position pour émettre des avis. Vous pensez? Oui, parce que il est déjà du côté du régime, sauf qu'il avait refusé de fondre son parti dans l'un des blocs à lui proposés par le chef de l'État. Donc, nous l'avions dit en temps, il reste l'enfant rebelle. C'est vrai qu'il est de la mouvance, mais il a refusé de dissoudre son parti dans les deux blocs. Donc, il tenait à garder son parti, et il tenait à aller aux élections législatives. Parce que je l'ai dit ici, le PRD a voulu garder une certaine autonomie. Bien qu'étant de la mouvance, le PRD a voulu garder une certaine autonomie. Malheureusement, les derniers événements n'ont pas permis à ces partis politiques-là de se présenter aux élections. Le maître Adrien Ngouebedji est en bon terme, si vous voulez, avec le chef de l'État. Donc, il ne pourrait pas tenir un discours qui allait égratigner le régime en place, parce qu'il est de la mouvance. C'est vrai qu'il ne fait pas partie des blocs, mais c'est l'un des soutiens du chef de l'État. On a reproché à la 7e législature d'avoir adopté des lois liberticides. C'était sous la présidence du maître Adrien Ngouebedji. Donc, il y a que, il se trouve comptable, il se trouve responsable d'un certain nombre de situations. Parce que les autres partis n'ont pas pu participer aux élections à cause des lois votées par la 7e législature et validées par la Cour constitutionnelle. Donc, on ne l'avait pas vu à l'investiture de son successeur. On se posait la question pourquoi avoir boycotté, ou bien pourquoi n'avoir pas déféré à l'invitation. Hier, donc ce 1er août, il s'est rendu au défilé. Est-ce pour amoindrir le choc, pour ne pas continuer par assumer ce statut d'enfant rebelle? Certainement, c'est pour montrer au peuple béninois qu'au-delà de tout, il reste un mouvancier bon teint, et qui n'a pas tourné dos au régime de la rupture, qu'il est là, et qui maintenant, il attend de voir politiquement, disons les choses clairement, il n'a plus de poids, parce qu'il n'a plus de députés à l'Assemblée nationale. Il n'a plus de poids, il n'a plus de députés à l'Assemblée nationale pour peser sur le vote des lois, pour peser sur un certain nombre de décisions. Quand vous n'êtes pas représenté à l'Assemblée nationale, parce que c'est là où toutes les lois, aujourd'hui, la politique utilise les lois pour punir qui on veut, pour recaler qui on veut, pour mettre en prison qui on veut. Donc, le PRD n'est plus représenté dans ce lieu-là où on décide de régir la vie des Béninois, de nos compatriotes, à partir des lois. Donc, aujourd'hui, il est obligé, entre griffes, de se ranger pour être encore toujours en bon terme avec le chef de l'État, au cas où le chef de l'État déciderait de racheter ces partis qui n'ont pas pu participer aux élections, qu'ils soient parmi les élus. Voilà. Saturnin Diassou, maître Adrien Ngouebedji, qui salue la compétence et la discipline de l'armée béninoise. Et juste après ces propos, on a constaté que c'est comme les réseaux sociaux sont devenus comme un défouloir de discours. On disait, mais comment a-t-il pu tenir ces propos, alors même qu'on se souvient encore des événements malheureux de Kadiaoun, les premiers et deux, et les affrontements meurtriers à Tchaourou et à Saver. Est-ce que la discipline et la compétence dont parle maître Adrien Ngouebedji sont assortis, ces deux concepts-là sont assortis du cadre strictement du défilé? Je pense qu'il ne faudrait pas sortir ça de ce cadre de défilé. Ou même s'il faut même en sortir, il pouvait avoir des raisons pour tenir toujours ces propos. Discipline parce que l'armée a toujours obéi au chef suprême des armées. Et le chef suprême des armées, c'est Patrice Talon. Si on a dit tirer cette armée en principe, dans laquelle règne la fameuse devise exécution avant réclamation, c'est exécuté. Ceux-là qui ont donné l'ordre seront ou sont responsables de ce qui s'est passé. Même si on aurait souhaité que cette armée fasse preuve de retenue face aux populations et ne tire pas sur ces populations.
Mais qu'aurait-on fait de ces hommes-là qui auraient refusé de s'exécuter? Vous savez tout ce qui entoure comme rumeur le départ de Nazer Onokwe de la tête de la police nationale, qui est rattaché, selon Dame Rumeur, à ces mêmes événements. Nazer Onokwe qui n'aurait pas voulu porter certains chapeaux qu'on a voulu le voir porter. Donc, l'armée est disciplinée, elle reste disciplinée. Quand elle va se mettre à désobéir au chef suprême des armées, est-ce qu'on va encore parler de discipline? C'est pourquoi je relativise ça. Mais l'armée est au service de qui? De Patrice Talon, président de la République, ou du peuple? C'est là qu'on pourrait parler, on pourrait remettre en cause cette discipline à laquelle faisait allusion Adrien Hongwedi. Une armée qui commence par tirer sur le peuple n'est plus une armée du peuple, est devenue l'armée d'un individu. Là, on pourrait remettre en cause la discipline dont parle l'ancien président de la République, maître Adrien Hongwedi. Vous avez parlé encore de quoi? De compétences. De compétences. Relativement aussi, sa compétence qui a été mise à rude épreuve après les derniers événements dont je parlais tantôt. S'il fallait mettre ça à l'actif de manque de compétences, que les forces armées, des militaires se soient déployés sur un terrain et a été mis en échec après que les militaires ont été, parce que j'utilise l'expression, après que les militaires ont été déployés sur un terrain et se sont retrouvés donc en échec face à des populations, ces fameux chasseurs devenus plus illustres que les militaires. On peut également relativiser. Pourquoi? Parce que, est-ce que sur le terrain, ces militaires qui ont été déployés ont fait preuve de retenue, cette fois-ci face aux populations, quand ils pouvaient faire feu? On peut en discuter. L'armée, elle est toujours restée disciplinée. La discipline règne, on obéit. Et sur cette forme, je peux concéder à Adrien Hongwedi la discipline et la compétence dont il parlait. Pour en revenir à lui-même, le fait de commenter le défilé militaire peut être interprété autrement. L'armée devrait être ce qu'il y a de plus neutre dans la nation. L'armée en elle-même représente la nation. Au lieu de s'intéresser à la gestion de Patrice Talon, c'est vrai que d'une certaine manière, ça pourrait se rattacher. Qui a doté les forces armées dont il parle, c'est le président de la République. Donc, à ça, on pouvait faire le lien et dire que parler de ce qu'il y a de plus neutre, de représentatif comme la nation, ça peut être une manière de fuir le débat politique et de dire je ne suis pas là pour l'homme, je suis là pour la nation. Également, lui, ça peut faire partie de ses méthodes de protestation. N'oublions pas qu'Adrien Hongwedi n'était pas présent à la passation, en tout cas à l'investiture du nouveau président de l'Assemblée nationale. Alors, nous allons justement écouter Patrice Talon qui a adressé un message à la nation la veille de la célébration de l'indépendance. Nous allons donc l'écouter, on revient après pour le débat. Fort de nos avancées dans le domaine de l'identité des personnes, et après l'assainissement du secteur de la microfinance, j'ai décidé avec le gouvernement de donner une plus vaste ampleur au programme de microcrédit aux plus pauvres. Ainsi, la dotation de 6 milliards de francs CFA affectée en mars dernier au microcrédit aux plus pauvres sera portée à 10 milliards de francs CFA au titre de cette même année 2019. Ce même montant sera reconduit chaque année pour le renforcement des fonds de microcrédit aux plus pauvres afin d'impacter toujours plus de bénéficiaires. Dans la même logique, j'ai décidé avec le gouvernement d'instituer un programme spécial d'insertion dans l'emploi. Ce programme consistera à recruter chaque année, à la charge de l'État, 2000 jeunes diplômés à placer dans des entreprises privées ou publiques sur une période de 2 ans, avec l'espoir qu'ils sauront se rendre utiles et efficaces pour se faire recruter à l'issue de la période d'insertion. Ou alors, qu'ils seront volés de leurs propres ailes dans l'auto-emploi. Ces initiatives à fort impact social constituent sans conteste autant de preuves de la répartition équitable des fruits de la croissance économique qui elle-même, parce qu'elle est de plus en plus élevée, atteste que notre pays est effectivement entré dans une phase de développement soutenu. Nous pouvons nous en féliciter. Nelly Dodinou, 2 annonces fortes et Patrice Talon mettent en relief une bonne politique de redistribution de la richesse nationale. Oui, merci. C'est quelques points du discours, la redistribution de la richesse. Mais j'ai une préoccupation. Laquelle? 6 milliards prévus cette année.
et que le président nous annonce là au 31 juillet que cette année on va passer à 10 milliards. La ligne budgétaire est prévue. C'est juste la question que je me pose. Il dit cette année, ça va passer de 6 milliards à 10 milliards. Les 4 milliards, on trouve ça où? Quelle est la ligne budgétaire prévue pour ça? Il a évoqué la croissance de 7%, économique notamment. On vous parle du budget de l'État. Le budget de l'État, c'est ce qui est prévu. Hein. Je ne sais pas si c'est un prêt qu'on va faire encore. Pour l'année à venir, là, je suis d'accord. Mais cette année-là, ça pose un problème à mon niveau. Deuxième chose, insertion de 2000 jeunes dans les entreprises, c'est existant déjà. L'ANPE, l'Agence nationale de la promotion de l'emploi, ça existait, ça existe encore. Je pense que bien Ahmed Bédi est encore à son poste. Et c'est le même système. Des jeunes sont injectés dans la fonction publique comme dans les entreprises privées, mais pour 1 an. L'innovation, vous pensez au programme de volontariat? C'est en cours? Même en dehors du volontariat, il y avait l'ANPE qui fait le même travail. C'était ça. Et bon, il y a eu des difficultés de paiement, tout et tout. Je ne sais, et ça a été suspendu. Donc, c'est quelque chose qui existe déjà. L'innovation, c'est que d'1 an de contrat, les jeunes pourront passer à 2 ans. C'est l'innovation. La redistribution de richesses, c'est bien qu'on nous en parle. Mais c'est aussi important d'en faire du concret. Je pense que dans son discours à la nation, au début de l'année, on nous a annoncé 200 000 emplois déjà créés. L'année passée, c'était des annonces aussi. Et je vous dis, ça fait la deuxième fois que le chef de l'État a fait son discours. Je me rappelle, en 2016, il nous a dit qu'il allait créer le prix de l'excellence Patrice Talon pour primer les jeunes, les meilleurs, dans toutes femmes, pour toutes les professions, pour primer l'excellence, pour permettre à ces gens-là d'avoir des bourses de financement ou bien d'avoir des accompagnements. Moi, j'attends toujours ça. Ça fait 2 rendez-vous déjà manqués. Peut-être ça va venir l'année prochaine. Il y a un truc qui se déroule là avec le ministère qui s'occupe de la culture. Il y a eu dans le temps des prix qui ont été décernés à des endroits donnés. Alors, Alphonse Moïse Soudé, rapidement sur les 2 annonces. Le temps est complètement parti. Non, écoutez, le cœur de cible, nous sommes en marketing politique. Le cœur de cible, ce sont les hommes. On donne de l'argent à leurs femmes. On recrute les enfants. Ils ont intérêt à se taire et à me suivre. C'est plus simple que ça. On donne de l'argent à leurs femmes pour s'autonomiser. On recrute leurs enfants dans les entreprises pour 2 ans. Ça va être 2021. Qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ne vont-ils pas me donner mon second mandat en 2021? Que voulez-vous insinuer Nous sommes déjà en pré-campagne pour 2021. 2000 enfants qui sont nés de père et de mère. Voilà que j'augmente la carrière de 4 milliards pour aider leur mère à se livrer à de petites activités économiques pour régler les problèmes de papa. Papa, tu n'as plus le droit de t'opposer au chef de l'État. Tu viens, on va l'aider à réussir son mandat. Tu viens, on va l'aider à avoir un second mandat pour faire le bonheur du peuple béninois. Voilà les lectures que j'en fais. Saturnin Diassou, est-ce que ce n'est pas un peu trop dur, être trop dur avec Patrice Talon lorsqu'il actionne ce levier social finalement, 4 milliards d'augmentation et 2000 jeunes qui vont être sortis, je vous en prie, du chômage chronique chaque année? Ce n'est pas sorti du chômage 2000 jeunes que de les recruter, de les mettre au service des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, pour un délai donné. Si vous le permettez, m'inquiète comme Nelly de cette augmentation de cagnotte quand on parle de 6 milliards à 10 milliards cette même année, alors que l'Assemblée nationale, le projet de budget qui est passé n'aurait, je souhaite ça, pas prévu. Sur quoi compte-t-on pour passer de 6 à 10 milliards? Un collectif budgétaire, peut-être un collectif budgétaire peut passer par là. Vous savez quand est-ce que ça arrive, les collectifs budgétaires, ce qu'on appelle collectif budgétaire. Donc, si on a un mécanisme pour rattraper, tant mieux, parce que c'est l'argent du contribuable et il faudra qu'on justifie d'une manière ou d'une autre de comment on l'a utilisé. Il ne suffit pas de dire on passe de 6 milliards à 10 milliards pour qu'on applaudisse et qu'on se taise sans faire attention à d'où ça vient. Je parlais de ce programme, oui,
quelqu'un l'a dit déjà, Nelly, je crois que ce n'est pas du nouveau. Sous Boni Yayi, je crois qu'il y a eu le programme Premier Emploi qui permettait aux jeunes d'aller faire leur expérience dans des entreprises. Parce que les entreprises veulent de la compétence, veulent des personnes qui sont expérimentées, mais n'offrent pas toujours la possibilité pour les jeunes diplômés d'aller faire leur stage. Si ce programme pourrait leur permettre de perpétuer ce que Boni Yayi faisait, d'avoir de l'expérience, c'est tant mieux. C'est l'État qui paye. Oui, les émoluments à ces jeunes, c'est l'État qui paye. On ne refuse pas. Au bout de 2 ans. Il y a également, je crois qu'il y avait un accompagnement, si modeste soit-il, qui était accordé à ces jeunes. Soit, c'est bien, il faut le dire. Je ne vais pas le dire comme Alphonse Moïse Soulé, mais est-ce qu'il y a des préalables qui ont été faits? Est-ce qu'on a eu à faire un tandem avec le patronat pour savoir les besoins des entreprises? Est-ce que ces entreprises, aujourd'hui, de par le passé, quel a été leur besoin? Combien ont-elles pu recruter? Au bout de 2 ans, est-ce que 2000 jeunes qu'on injecte, qu'on met à leur disposition, est-ce que ça va leur permettre quand même de faire quelque chose? Et c'est également un aveu d'échec pour Patrice Talon, opérateur économique, qui arrivait à la tête du pays et qui disait que l'État ne recrutait pas, l'État n'était pas pourvoyeur d'emploi, que l'État créait des conditions pour permettre aux entreprises privées de recruter. Si aujourd'hui c'est lui-même, représentation de l'État, président de la République, qui décide, peut-être là où les entreprises n'ont pas pu recruter, de dire je vais recruter 2000, puisqu'ils n'ont pas recruté, je vais recruter 2000 que je vais mettre à leur service. Cela veut dire qu'en quelque sorte, que les entreprises privées sont en difficulté et ne peuvent pas aider à atteindre cet objectif, et de même, en quelque sorte, voudraient forcer la barre. Je dis, tant mieux si ces jeunes-là... Pourvu que ces jeunes puissent saisir la balle au bon et décrocher des contrats de travail. Quelles sont les entreprises qui vont les accueillir? Il faut déjà s'entendre pour savoir... Au bout de 2 ans, tout au moins, que les jeunes puissent saisir l'occasion pour décrocher des contrats dans les entreprises ou capitaliser donc les expériences et se lancer dans l'auto-emploi. On sait tous le mal que constitue le chômage chronique. Quand vous avez pris par là une fois, ça fait mal. Merci à chacun de vous, Alphonse Moïse Soudé, Nelly Dodjinou, Saturnin Diossou, d'être passé opiné ce soir sur mon plateau. Je dépose ici ma plume qui s'assèche. On se retrouve très prochainement.